je pense que tu prends un risque quand c'est juste un fit personnel. Ouais. Parce que là, c'est comme un mariage, tu dois bien comprendre qu'est-ce qu'il arrive. Tous les mois, un chef d'entreprise nous explique pourquoi est-ce qu'il a choisi un fonds de private equity pour financer son développement, comment est-ce qu'il analyse ce choix a posteriori avec un petit peu de recul. Bonsoir Dan de Wever. Alors je ne sais pas comment on prononce exactement votre nom. Vous parlez français, je ne parle pas flamand. De Wever. Merci beaucoup, vous le dites beaucoup mieux. Vous êtes directeur général, cofondateur du groupe Destiny, leader européen des communications sécurisées dans le cloud. Chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions d'euros. Je crois que pratiquement un quart est réalisé sur le marché français. D'abord, quelques mots sur votre société, votre activité. Vous proposez des services de communication pour les entreprises. D'abord, on se participe au Tour de France avec notre équipe. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Destiny, on a une équipe, l'Auto Destiny, qui est dedans. Au niveau, qu'est-ce qu'on fait? On a un éditeur qui crée software pour, au niveau, tout ce que nous on dit, c'est communication unifiée. Donc, dans le passé, on avait le central téléphonique. Oui. Aujourd'hui, on utilise les autres chaînes digitaux comme WhatsApp, etc. Donc nous, on va emporter tout ensemble. Ouais. C'est un marché assez concurrentiel. Vous, comment est-ce que vous êtes positionné sur ce marché des services télécoms aux entreprises? D'abord, notre focus, c'est vraiment le PME. Et c'est un choix. Et ça veut dire que tu fais le choix. Souvent, beaucoup de sociétés, ils ne prennent pas un choix, ils commencent à aller à gauche, à droite. Nous, on a dit on est là pour le PME. Et on veut créer une solution qui est assez simple pour eux, qui vraiment donne l'opportunité de combiner, je veux dire, le monde un peu plus vieux comme la téléphonie avec je veux dire, tout ce qui est digital. Ouais. Vous avez aujourd'hui à peu près 1000 employés répartis dans 7 pays européens. C'est important dans ce métier, dans votre métier, d'avoir une taille critique? Mais je pense qu'au éditeur, le fait que tu n'as pas une taille, tu peux avoir un bon software, mais quand vous êtes très local, quelle est la valeur d'être un éditeur? Oui. À la fin, il y a une opportunité qui est beaucoup plus grande. Quand on dit on peut créer l'impact avec notre technologie au PME, on a aujourd'hui 4-5 millions d'utilisateurs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les analystes ils disent que vous êtes un des leaders en Europe. Et là, moi, je suis quelqu'un, je dis, on peut pas rater l'opportunité. Je veux vraiment pas rater l'opportunité de dire, de grandir. Et grandir, ça veut dire aussi aller plus international et pas rester en Belgique ou en France, mais vraiment. Alors justement, on va voir comment précisément vous avez grandi. Il y a eu plusieurs opérations de croissance externe, plusieurs acquisitions. Vous avez fusionné avec le français Open IP en 2019. Et puis ensuite, il y a eu 2 grosses opérations, une en Suède, je crois, et une en Allemagne. Oui, c'était assez industriel. Donc, en 2020, on a la pandémie qui arrive. Et nous, on est là pour créer, je veux dire, le software que les entreprises ils peuvent travailler ou à la maison ou où ce que tu veux. Donc là, pour nous, c'est une accélération. Et c'est là où j'ai eu une discussion avec Seven2 de dire, voilà, est-ce qu'en effet, normalement, dans la pandémie, tu vois les sociétés qui reculent. Et nous, on dit, on va accélérer parce que c'est une opportunité pour nous. Et donc, on a fait 2 grandes transactions. Qui ont vraiment créé un leader. Et c'était 2 sociétés qui étaient basées en Scandinavie. À quel moment vous avez choisi un fonds de private equity pour vous accompagner, pour vous aider à financer votre développement? Déjà en 2016. C'est là où j'étais avec l'équipe et on a dit, voilà, on est là, on est une belle société en Belgique, on peut faire x2, x3, x4. Mais est-ce qu'on ne va pas vraiment rater l'opportunité? Moi, j'avais visité beaucoup de sociétés comme nous. Et moi, j'ai dit qu'il y a une opportunité beaucoup plus grande. Et c'est là où on est rentré avec un fonds d'investissement qui était basé à Amsterdam. C'était assez facile parce que les Hollandais ils parlaient la même langue que moi. Mm-hmm. Le fonds de private equity qui vous accompagne aujourd'hui, c'est Seven2. On va voir comment vous l'avez choisi, ce fonds. Le mois dernier, on a posé la question à Emmanuel Strachnov. Il est cofondateur et co-CEO de Bubble. Il était assis à votre place. Et pour lui, on va l'entendre, c'est avant tout une question de compatibilité entre les personnes. On l'écoute et vous pourrez ensuite réagir.
Ça revient essentiellement à un fit personnel en fait avec les équipes avec lesquelles on parle. Alors, Insight en particulier est un très gros fonds. Je pense qu'aujourd'hui ils ont à peu près 600 professionnels, donc c'est une certaine opération. Donc évidemment on n'a pas parlé avec les 600 personnes, mais l'équipe avec laquelle on a interagi pour le deal ça revient à un fit. Pour la petite histoire, c'est le premier fonds d'investissement qui nous a contactés bien avant qu'on lève des fonds pour notre premier tour de table. C'est-à-dire que je crois que quand l'entreprise avait 3 ans, ils nous avaient commencé à nous contacter, et donc on avait construit une relation au fil du temps, ce qui fait que quand il s'agissait de signer la term sheet et donc de lever des fonds, c'était une décision assez naturelle. Dan, vous êtes d'accord, c'est avant tout une question de chimie entre les personnes. Alors, j'ai un petit peu des éléments de réponse, mais vous avez été beaucoup plus méthodique que ça pour choisir votre fonds de private equity. Je pense que tu prends un risque quand c'est juste un fit personnel. Ouais. Parce que là, c'est comme un mariage, tu dois bien comprendre qu'est-ce qu'il arrive. Donc moi, j'ai pris vraiment le temps. Souvent que tu vois dans le processus, tu vois, je veux dire, la réunion au management, tu parles, tu discutes 2 heures et on demande une offre. Et moi, je dis, je ne vais pas faire ça comme ça. Donc je prends le temps pour vraiment comprendre. Donc on a créé de différentes réunions avec différents partenaires, ou différents fonds d'investissement. Et pour moi, j'ai toujours dit, tu peux faire une due diligence sur moi, mais ils n'étaient pas au courant que moi, je faisais une due diligence. Donc vous avez évalué les fonds qui frappaient à votre porte? Oui, et j'avais une liste. Ouais. Et après chaque, réunion, je fais une score. Ouais. On peut connaître les critères? C'était quelques critères au niveau financier, l'expérience internationale, opérationnelle, mais surtout aussi quelles questions qu'ils demandent. Et pour moi, c'était super important d'avoir les questions parce que ça m'a fait une délibération assez forte. Et je peux te dire, après, le premier tour, c'est comme... c'était complètement changé à la fin. C'est-à-dire, ce n'est pas le fonds que vous auriez choisi au départ de manière instinctive. Voilà. Ouais. Je pense que vous allez être d'accord avec ce que nous disait Frédéric Stollard à plusieurs reprises, mais un fonds de private equity, ce n'est pas uniquement un chèque sur la table. Je suis tout à fait d'accord. Quand c'est juste un chèque, je pense que c'est important parce qu'à la fin, pour aller à l'étape suivante, on a besoin, l'argent pour faire la croissance externe. Donc c'est important. Mais deuxième point, c'est comment un fonds peut vous vraiment supporter dans l'exécution. Et on a dans 3 axes au niveau aspiration, ambition. C'est la stratégie de la société qui est clé. Ouais. Quelle est l'étape suivante? Deuxième, comment on s'organise. Et troisième, au niveau leadership. Et je pense dans ces 3 axes, on doit s'équilibrer. J'ai toujours de la discussion avec, mon board, avec mon fonds, avec eux au niveau. Qu'est-ce que le fonds 72 vous a apporté, en plus du financement? Je pense que 72, d'abord, ils ont apporté beaucoup parce qu'on a fait un point tournant assez grand parce qu'on était une société plutôt de service quand 72 est rentré. On est complètement tourné, direction une société qui est un éditeur dans le cœur de notre société, qui n'est pas juste en Belgique, pas juste en France, pas juste... on est en Allemagne en différent, mais on a aussi déjà aujourd'hui des clients aux États-Unis, des grands opérateurs. Les fonds de private equity, généralement, sont assez exigeants. Comment vous avez vécu cette exigence? C'est une bonne question. Je pense, à la fin, le rôle d'un fonds d'investissement, c'est, comme on a expliqué, c'est de créer un return. Et c'est la responsabilité de moi, c'est d'abord créer la société, créer un actif qui crée de valeur. Et moi, je suis convaincu, à le moment que tu n'as pas, une philosophie de faire une certaine croissance, de créer la valeur, ça va être complexe de travailler avec des fonds d'investissement parce que là, eux, ils sont là pour gagner de l'argent à la fin, pour leur investissement. Plusieurs chefs d'entreprise qui ont déjà participé à cette émission nous ont expliqué que le niveau d'exigence des fonds de private equity leur avait permis finalement d'aller plus loin que ce qu'ils espéraient au départ. Vous avez ce sentiment également? J'ai le même sentiment. Je pense que d'abord, vraiment, parce que souvent, vous êtes un entrepreneur, tu essayes, tu fais un peu à gauche, à droite, tu fais trop parallèle. Et avec un fonds, tu commences vraiment... ils vont vraiment dire, ça sont les 3 vraiment buts, plus de focus,
travailler beaucoup plus séquentiel, en séquence, parce que tu as des différents milestones et étape par étape, on y va. Et ça, j'ai appris de travailler avec un fonds comme 72. Et jusqu'à maintenant, c'était une collaboration fantastique. Frédéric Stoller, Altaroc, vous voulez intervenir? Oui, parce que il se trouve qu'on a co-investi aussi chez Dan, mais je pense que ça mérite que Dan donne quelques chiffres quand même, parce que le parcours de Dan et le parcours de Destiny, il est juste spectaculaire. Peut-être quelques chiffres, Dan, pour que les auditeurs se rendent compte de ce que toi et ton équipe, vous avez accompli sur les 10 ans passés. En 2016, on était une société plus ou moins 20 millions de chiffres d'affaires et au niveau EBITDA, 2 millions. 2 millions d'EBITDA en 2016. Aujourd'hui, on est à plus que 250 millions et on va passer le 70 millions en flamand, 10-70. Allez, oui, 70. 70 millions d'EBITDA. Plus que, voilà. Donc, on a fait, au niveau valeur, on a créé une société complètement différente qu'il y a 10 ans. Et, mais ça, c'était aussi le but quand on a fait la collaboration avec eux. Dan, qu'est-ce que vous allez faire le jour où 72 sortira de votre capital? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Quelle est la suite de l'aventure? Un autre fonds? Peut-être un rapprochement avec un autre groupe industriel? Une introduction en bourse? Au niveau entrepreneur, je dis aujourd'hui, préparer la société pour l'étape suivante, c'est avec un autre fonds qui va jouer probablement sur un nouveau league, hein, comme tu dis. Mais ça veut dire aussi que tu dois être prêt. Tu dois penser beyond your industry, hein, donc plus loin que tu es aujourd'hui. Et c'est mon rôle avec l'équipe et avec 72 de préparer la société qu'il peut faire son choix. Parce qu'à la fin, c'est ça où je veux vraiment être dans une situation où je peux faire notre choix ensemble avec notre fonds. Frédéric? Oui, une chose intéressante sur le parcours de Dan, d'abord, il y a une vision au départ. Dan, c'est un visionnaire dans son industrie. Ça fait longtemps qu'il a cette vision parce qu'il a démarré bien avant 2016. Il avait cette vision avec son frère de très longue date sur la société qu'il voulait créer. Il a posé des milestones, il a posé des jalons. Et puis, il a choisi un sparring partner adapté à la taille du projet à chaque fois. C'est ça qui est fantastique aussi. C'est qu'à chaque étape, tu as choisi un partenaire qui était adapté pour t'accompagner à chaque étape du développement et qui t'a servi de sparring partner quelque part. Non, mais ça, c'est clé. Hein. À la fin, c'est clé quand tu fais un choix. Au niveau taille du fonds, avec tes ambitions, aspirations, il doit être en ligne. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Le fait qu'on dit on va faire une collaboration avec un fonds et après une acquisition, on n'a plus d'argent. Ouais. Non, vous êtes là pour vraiment s'accompagner dans une étape suivante où ce que tu crées une stratégie ensemble. Ça permet de dire, voilà, j'ai besoin X pour arriver là. Et je suis tout à fait d'accord, c'est très important de vraiment trouver un partenaire qui est dans le cœur de ton taille, qui peut t'aider et qui peut t'accompagner dans l'étape. Je me permets d'expliquer, Stéphane, parce qu'il dit quelque chose de très important, Dan, qui n'est pas évident pour nos auditeurs. Il faut choisir un fonds qui est adapté à sa morphologie. Oui. Il faut choisir un fonds qui est adapté à sa taille, à ses ambitions. Ça ne sert à rien de choisir un fonds immense pour qui Dan ne sera pas important et un fonds trop petit qui ne donnera pas les moyens d'aller plus loin. Big fish, small pot, big fish. Non, big pot, small fish. Il faut c'est pour ça qu'il a fait son travail de diligence. Il a choisi un fonds adapté à ses ambitions, oui, à sa taille et à ses moyens. Très important. Et je retiens également que Dan a su saisir les opportunités. C'est vrai qu'à la période Covid, beaucoup d'entreprises ne savaient pas trop comment elles allaient surmonter. Lui, il est parti à l'offensive et l'histoire montre que ça a fonctionné. Une crise, c'est une opportunité. Merci beaucoup, Frédéric Stoller. On se retrouve dans quelques minutes. Dan, vous restez avec nous. On va maintenant accueillir maintenant votre fonds, celui qui est à votre capital. Thomas De Villeneuve, il est managing partner de 72.